Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ici au cœur des fjords norvégiens. Si nous avons choisi la Norvège, c'est parce que ce pays est souvent cité en exemple en matière de pêche durable. La Norvège a ainsi réussi en quelques années à reconstituer son stock de cabillaud. Alors ce pays a-t-il trouvé le meilleur compromis entre rentabilité et préservation des ressources? Peut-on réellement pêcher sans nuire à l'environnement? Réponse dans ce nouveau numéro des Pieds sur Terre. Nous sommes à Onisvag, le dernier endroit habité d'Europe avant le Cap Nord. Il est à peine midi, pourtant la nuit tombe déjà sur les eaux noires de l'océan Arctique. À 24 ans, Jimmy a rejoint son père depuis déjà 3 ans sur le bateau familial. Et ici, on pêche le cabillaud dans les règles de l'art. Les lignes sont au fond de l'océan et nous avons une ancre qui permet aux lignes de rester tout au fond. Là, je récupère justement les lignes et l'ancre. J'ai utilisé du vieux calamar comme appât, donc c'est pas sûr que la pêche sera très bonne. Une pêche à la ligne traditionnelle qui préserve stock de poissons et fonds marins. Ce midi d'ailleurs, la pêche est fructueuse. Mais pour que la Norvège est aujourd'hui la seule population au monde de cabillaud qui progresse, il a fallu prendre des mesures drastiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de poissons dans la mer. Mais oui, on a déjà vu des périodes où il y avait moins de cabillaud, comme dans les années 80. À cette époque, du fait de l'épuisement des mers et des stocks, il y avait peu de nourriture pour le cabillaud, et donc peu de poissons. Le gouvernement a mis en place des quotas très faibles, et depuis les années 90, les stocks ont pu se régénérer et progresser. Aujourd'hui, il y a des quantités énormes de cabillaud dans la mer de Barents. Aujourd'hui, la Norvège a réussi son pari d'inverser la tendance. Sa population de cabillaud est la seule au monde à avoir progressé ces dernières années. La pêche représente près de 4,5 milliards d'euros pour l'économie norvégienne. 4,5 milliards d'euros, mais seulement un peu plus d'1% du PIB. Une fois pêché, le poisson est immédiatement conditionné sur place. Une partie sera salée et séchée pour devenir de la morue. Le reste est expédié aux 4 coins d'Europe. Là, nous emballons le label Grand Nord. Cela veut dire que c'est la meilleure qualité de poisson que nous recevons ici. Ce cabillaud vient tout juste d'arriver. Il est d'abord ouvert et nettoyé, puis trié selon sa taille. Maintenant, on l'emballe dans des caisses et nous attachons l'étiquette Grand Nord qui certifie la très bonne qualité du poisson. Ici, tout est indiqué, le pêcheur, le bateau de pêche, comme ça le client est parfaitement au courant de la provenance. Là, c'est un client qui nous a demandé des cabillauds de belle qualité, de gros cabillauds. Ils seront en France dans 2-3 jours. Aujourd'hui, le stock de cabillaud dans la mer de Barents compte plus d'1,5 million de poissons. C'est le plus important du monde. Un stock qui est même largement au-dessus du niveau recommandé par les scientifiques. Une situation bien différente du reste de l'Europe, où le cabillaud est surexploité depuis plus de 40 ans. Bruxelles s'alarme même de l'état des stocks dans certaines zones clés comme la mer d'Irlande ou la mer du Nord. Résultat, la Commission a décidé d'une réduction des quotas allant jusqu'à 50% dans certaines zones. Des restrictions qui ne s'appliquent pas ici, la Norvège n'étant pas membre de l'Union européenne. Quand on a vu les stocks de cabillaud baisser à la fin des années 80, il fallait intervenir. Et je pense que là où la Norvège a fait une bonne chose, c'est en écoutant les chercheurs. Parce que c'est les chercheurs qui ont tiré la sonnette d'alarme, bien que les pêcheurs ils aient remarqué qu'il y avait moins de poissons dans la mer. C'est les chercheurs qui ont su s'imposer auprès des autorités. Les autorités ont su prendre les mesures nécessaires.
Je pense que dans la liste des mesures très efficaces, compris la Norvège, c'est les contrôles des gardes-côtes de la pêche illégale, qui est très réduite maintenant. C'est la taille minimale de capture des poissons. C'est donc par conséquence des tailles minimales de mailles et de filets. Donc c'est un certain nombre de mesures techniques qui permettent d'avoir une meilleure évaluation de l'état de stock et du prélèvement réel de la ressource marine. Et il y a une mesure qui est très importante, c'est l'interdiction du rejet en mer des poissons qui sont trop petits ou qui ne sont pas souhaitables ou qui ne sont pas dans le quota principal d'un bateau. Ça veut dire qu'on voit dans certains pays des pratiques où on va seulement prélever des poissons qui donnent la meilleure valeur et tous les autres, ceux qui sont trop petits, qui sont hors quota, etc., on va les rejeter en mer. Et c'est des poissons qui sont perdus, qui ne sont pas comptabilisés et on a donc une mauvaise gestion du prélèvement réel des ressources marines. Et en interdisant le rejet en mer et en le contrôlant grâce aux gardes-côtes, je pense que la Norvège a fait un grand pas vers la sauvegarde de son stock de cabillaud. Parmi les acteurs du contrôle de la pêche, donc, les gardes-côtes qui jouent un rôle essentiel. C'est la partie la plus au nord de la Norvège, avec la zone économique norvégienne. Sur l'écran, on peut voir tous les bateaux de pêche, chacune de leur position. On peut même voir toutes les informations concernant un bateau, son nom, sa position. On voit également le bateau des gardes-côtes. Si nous remarquons une concentration de bateaux de pêche, nous allons essayer d'y aller avec notre navire pour justement faire une inspection. Une des violations les plus importantes, c'est le rejet du poisson. Pour le cabillaud, par exemple, les plus petits vont être rejetés en mer. Seuls les gros cabillauds les intéressent. Et pour augmenter leur prise de gros poissons, certains pêcheurs rejettent les plus petits, ce qui est illégal en Norvège. Par ailleurs, il y a des infractions sur la taille des filets, les quantités de poissons pêchés ou les zones de pêche au chalut, qui sont très réglementées. Et seuls 5 à 10% des contrôles débouchent sur des infractions. Depuis plusieurs années, les réserves norvégiennes suscitent bien des appétits. Pour l'instant, Oslo a toujours fait le choix de la préservation de ses ressources maritimes, un choix qui a même conduit la Norvège à refuser jusqu'à présent d'entrer dans l'Union européenne. Et ces questions de pêche sont des enjeux majeurs pour l'Union européenne. L'économie maritime génère plus de 5 millions d'emplois en Europe. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur notre site internet publicsena.fr. À très bientôt. Quand je n'ai rien à dire, je veux que ça se sache. Ça, c'est un vrai sujet. Si les politiques ont pensé à un moment où c'était bien pour eux de venir dans des émissions comme ça, ils ont dû penser que ça allait les aider. Enfin, j'imagine. Quand on a été quelqu'un qui s'est battu pour le pouvoir toute sa vie, qui a voulu le pouvoir, vouloir rester comme le grand-père avec son chien, franchement, c'est paradoxal. C'est l'image d'un grand-père qu'on met en scène. Il joue gros, Nicolas Sarkozy, il a déjà divorcé 2 fois, c'est son 3e mariage. Je pense que c'est aussi quand même de la mise en scène, de la vie de famille, de la vie quotidienne, de la vie banale. Je suis jamais fait psychanalyser, mais ça me donne envie. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Mardi à 22h30 sur Public Sénat. Bienvenue dans l'annexe de la bibliothèque du Sénat. Mais avant d'être l'écrin de précieux ouvrages, ce bâtiment a une histoire mouvementée. En 1750, la galerie ouvre ses portes au public et devient le premier musée d'Europe.
C'était la première fois, probablement dans le monde, je ne sais pas, qu'on mettait à la disposition du public des œuvres de peinture qui appartenaient aux collections royales. Pour la première fois dans la vie du public, ils ont pu voir des tableaux de grands maîtres ailleurs que dans les églises. Vous aviez des tableaux de Léonard de Vinci, de Titien, de Poussin, de Van Dyck, de Ruysdael, de Raphaël, tous ces grands noms qu'on voit maintenant dans tous les grands musées du monde. En 1803, l'architecte Chalgrin réaménage la galerie. Il mure la plupart des fenêtres et imagine en hauteur ses lunettes, destinées à créer un éclairage venant du haut, une grande innovation pour l'époque. Cette galerie, à l'époque, 1803, était destinée à accueillir les Rubens consacrés à la vie de Marie de Médicis. Donc 24 tableaux de Rubens qui se trouvent aujourd'hui au Louvre. Et donc vous aviez sur les murs les peintures de Rubens et au plafond son élève Jordaens. Ce plafond est en effet encore aujourd'hui un des trésors du Sénat. Il y a deux éléments de décoration sur ce plafond. D'une part, 12 signes du zodiaque dus au